Alors, je ne sais pas vous, mais intuitivement, lorsqu'on m'a parlé du roi de la jungle, j'ai pensé au lion. Et le lion, il ne vit pas dans la jungle. Il ne peut pas être le roi de la jungle. Alors, j'ai essayé d'avoir une petite réflexion et je me suis souvenu du livre de la jungle, de Mowgli et de Shere Khan. S'il y a un roi de la jungle, c'est le tigre du Bengale. Il est bien plus puissant que le lion et lui, il vit dans la jungle. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années de cela, des scientifiques ont réussi à accoupler une tigresse et un lion. Et ils ont créé un nouvel animal qui s'appelle le ligre. Le ligre est bien plus puissant que le lion et encore plus puissant également que le tigre du Bengale. Le ligre est un artefact, quelque chose issu de la création humaine, artificielle, qui n'a pas été créé par la nature, ou tout du moins pas de son plein gré. Le ligre ne peut pas s'accoupler, il n'est pas fertile. Mais imaginons que les scientifiques arrivent à faire en sorte que le ligre puisse se multiplier et qu'ils décident de le lâcher dans la jungle. On pourrait alors se poser la question si le ligre n'arriverait pas à supplanter le roi de la jungle et serait alors promu au poste de roi de la jungle, ce qui fait qu'un artefact deviendrait le roi de la jungle. Je me représente, Sacha Stojanovic, et ceux qui me connaissent me disent que je suis passionné non pas de zoologie, mais de robotique. Et je pense qu'ils ont raison. Et depuis quelques années, je m'intéresse particulièrement à un sujet précis de la robotique, celui de la robotique humanoïde. Et je vais certainement vous étonner, mais amoureux inconditionnel de la technologie, passionné de robotique, je pense que le robot humanoïde ne doit surtout pas exister. Pour que vous compreniez le cheminement mental qui m'a amené à cette conclusion, à cette préconisation, je vais vous raconter 4 événements marquants de ma vie. Et si vous voulez bien, on va s'accorder sur le fait que ces moments marquants, on va les appeler moments clés. Le premier moment clé, j'ai environ 7 ans. Je me promène avec ma mère et je vois là une machine extraordinaire en train de nettoyer automatiquement les trottoirs et les bords des routes. Je me tourne vers ma mère et je lui dis « Maman, c'est ça que je vais faire plus tard ». Alors vous me croyez ou pas, mais ma mère s'est mise à sangloter. Alors, cantonnier est un très beau métier, mais ce n'était pas celui qu'imaginait ma mère pour moi. Ce que n'avait pas compris ma mère, c'est que moi, en tant que déjà le roi des feignants à l'âge de 7 ans sur Terre, j'avais compris que cette machine faisait le travail du cantonnier. Maman, je te prie de bien vouloir m'excuser pour la peine que je t'ai créée et puis pour cette incompréhension. Le deuxième moment clé, un peu plus tard, j'ai une dizaine d'années, mon père ramène à la maison ce qu'on appelait un magnétoscope. Alors pour vous compreniez, ceux qui ont 20 ans, ce qu'est un magnétoscope, c'est comme Netflix. Sauf que Netflix, vous appuyez sur le bouton, vous regardez votre série. Bon, le magnétoscope, c'est un peu plus d'aventure. Vous preniez votre voiture, vous faisiez 20 km, vous cherchiez un vidéoclub, vous choisissiez un film, vous reveniez à la maison, vous preniez le temps de regarder le film, et surtout, vous n'oubliez pas de ramener la cassette au vidéoclub, sinon vous vous exposiez à des amendes faramineuses. Sous l'insistance de mon frère, qui était un amoureux inconditionnel de Charlie Chaplin, mes parents ont cédé et ont loué le premier film, Les Temps modernes, de Charlie Chaplin. Alors il faut savoir que Charlie Chaplin a réalisé ce film en 1936, suite à un tour du monde qu'il a débuté en 1931 pour la promotion d'un autre film, Les Lumières sur la ville. Chose rare à l'époque que de faire le tour du monde, lorsqu'il revient de son tour du monde, à la descente de l'avion, attendent des journalistes. Et des journalistes lui posent la question. Mais M. Chaplin, mais qu'avez-vous vu lors de votre tour du monde ? Et Charlie Chaplin, il dit une chose. Les machines, j'ai vu des machines, les machines devraient faire le bien de l'humanité au lieu de créer tragédie et chômage. Voyez-vous, Charlie Chaplin, il y a presque 100 ans de cela, avait compris une chose essentielle. C'est que chaque chose avait sa place. Et que les machines ne devaient pas prendre la place des personnes. Alors, j'avais une dizaine d'années, j'ai mal compris
le message de Charlie Chaplin, mais ce film humoristique, sans aucun doute, m'a donné envie d'exercer mon métier actuel, celui de roboticien. Et en débutant ce métier de roboticien dans les années 90, hélas, en ayant mal compris le message de Charlie Chaplin, j'ai semé des robots par centaines à travers l'Europe, où j'ai créé tragédie et chômage. Désolé, monsieur Charlie Chaplin, pour ce malentendu. Le troisième moment clé se déroule en avril 2008, au petit matin à 7h30. Mon épouse, à l'époque, était infirmière aux urgences pédiatriques. Et elle revient de sa première nuit, de sa première nuit où elle est mutée dans un bâtiment tout neuf qui s'appelle l'hôpital Mère-Enfant. Lorsqu'elle franchit le pas de la porte, je pensais qu'elle allait arriver naïvement avec le smile. Un bâtiment moderne, tout neuf. En réalité, ça a été totalement le contraire. Elle franchit la porte et elle me dit « J'en peux plus. Je baisse les bras, j'abandonne. » Mon épouse était infirmière depuis 10 ans. Je l'ai toujours connue engagée, enthousiaste et conquérante. Alors, on prend un moment pour qu'elle s'explique, et elle me dit « Mais ils sont complètement fous, ces gens-là. L'hôpital, c'est une vraie usine. J'ai fait un semi-marathon. À chaque fois que je revenais dans mon service, je ne savais pas où étaient mes collègues, mais mes bébés étaient en arrêt cardiaque. L'hôpital, concevez-le, avait des couloirs de 238 mètres de long sur 9 étages. Et elle me dit, mais toi qui fais des robots depuis des années, tu ne peux pas créer un robot qui irait chercher les médicaments, le matériel à ma place, qui amènerait les échantillons de sang, les papiers administratifs à ma place, pour que pendant ce temps-là, je sois avec mes bébés. Alors, je lui ai pas répondu sympathiquement. Je lui ai dit, chérie, écoute, ce que tu racontes là, c'est de la science-fiction. C'est Star Wars. Ça n'existe pas et c'est pas prêt d'exister. Je n'avais pas pris le temps de me pencher vers le passé, d'analyser le présent et de me projeter vers l'avenir. Chérie, désolé d'avoir mis tout ce temps-là pour répondre à ta demande. Le quatrième moment clé, en 2014, je suis avec mon père. Et je lui fais découvrir la deuxième saison d'une série qui se nomme Real Humans, qui est une série sur la robotique humanoïde et son impact sur l'humanité. Et j'essaie de lui faire comprendre que c'est l'avenir de l'humanité et que je rêvais de partager un moment de vie avec des robots humanoïdes, androïdes en forme d'hommes, gynoïdes en forme de femmes. On a réussi à sexuer les robots. Et là, je ne vais pas vous mentir, on s'est fâchés. Et ça a été vigoureux. Et à un moment donné, il a eu une phrase. Il m'a dit, fiston, tu vois, un jour, j'irai en maison de retraite, peut-être. Et si je vais en maison de retraite et que des robots venaient à s'occuper de moi, je poserai juste une question. Qu'ai-je fait à l'humanité pour mériter cela ? Cette phrase, comme vous pouvez l'imaginer, a eu énormément d'impact. D'autant plus que mon père n'a pas eu le temps d'aller en maison de retraite. Papa, désolé pour toutes les fois où on s'est fâchés. Je me suis alors posé. J'ai pris de la hauteur, j'ai pris du recul, et j'ai décidé d'essayer de comprendre pourquoi je faisais les choses. Et, ma foi, quelle place je voulais donner, de mon côté, de mon point de vue, au robot humanoïde dans l'humanité. Voyez-vous, le robot humanoïde est un artefact, comme est le ligre. Certes, l'être humain n'est le roi de rien du tout sur Terre. On l'a appris, nous ne sommes pas en haut d'une pyramide, d'une échelle, nous sommes quelque part au bout d'une branche dans un buisson, le buisson du vivant. Mais dans cette jungle qu'est l'humanité, notre création pourrait venir supplanter l'être humain. Comment, me diriez-vous ? Alors, naïvement, pas comme le racontent beaucoup de films de science-fiction, comme Terminator, ou comme plus anciennement la pièce de théâtre Roar des frères Čapek en 1921. Je ne crois pas à de la robotique ou de l'intelligence artificielle qui prendrait le pouvoir sur l'humanité.
Je pense que ça va être plus fin que cela. Je me pose des questions par rapport à des robots humanoïdes, gynoïdes, comme Sophia, que nous sommes en train de créer, et à l'impact que pourrait avoir cette descendance sur nos futures générations. Est-ce que petit à petit, ces robots humanoïdes ne nous feraient pas perdre le fil de la relation humaine, et peut-être même celui de la relation charnelle, qui conduirait petit à petit à l'extinction, petit à petit, à l'extinction de l'humanité. Souvenez-vous de ces moments clés et des personnes que vous rencontrez durant ces moments clés. Elles sont là pour vous construire. Elles font celles et ceux que vous êtes. Ces personnes-là, ces personnes clés dans ma vie, me permettent de me remettre en question et de construire ma propre vision. Et ma vision est que l'innovation n'a lieu d'être qu'à la condition qu'elle soit au service de l'être. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une idée, que je crée et que je mets à disposition ma création, à chaque phase, je me pose la question. L'innovation n'a lieu d'être qu'à la condition qu'elle soit au service de l'être. Merci.